L'éruption de magma silicique, c'est-à-dire riche en silice et visqueux, comme des andésites ou des rhyolites, est bien différente de celle d'un basalte. Elle peut produire des phénomènes aussi différents qu'une colonne clinienne ou un dôme de lave. C'est ce que nous allons chercher à comprendre dans cette session. Les premières évolutions du magma silicique, lorsqu'il quitte la chambre magmatique, sont en fait les mêmes que celles d'un basalte. Soumis à une baisse de pression, le magma va franchir sa pression de saturation et une mousse magmatique contenant des bulles micrométriques va être formée par l'exsolution des gaz dissous. Notons cependant que les magmas siliciques produits dans les zones de subduction par fusion hydratée sont plus riches en eau que les basaltes, ce qui a comme conséquence que l'exsolution se produit de façon plus précoce, à des pressions ou profondeurs plus importantes que pour les basaltes. Au-delà de la teneur en gaz dissous, la plus grande différence entre les magmas basaltiques et les magmas siliciques est que dans ce second cas, le liquide magmatique est trop visqueux pour que les bulles puissent remonter librement vers la surface au travers du magma. Elles restent au contraire prisonnières au sein du magma visqueux qui les transporte. Les bulles étant soumises à une baisse de pression progressive au fur et à mesure de la remontée du magma vers la surface, leur volume devrait augmenter fortement et leur pression interne diminuer comme la pression extérieure. Mais si la viscosité du magma est trop forte pour permettre la libre dilatation des bulles et leur décompression, les bulles vont rester de petite taille et accumuler une surpression interne de plus en plus forte par rapport à la baisse de pression extérieure. Limitées dans leur capacité à se dilater et à coalescer par la très forte viscosité du magma, les bulles forment donc, dans le cas d'une lave silicique, une mousse magmatique sous pression et fortement explosive. Le devenir de cette mousse dépend de la vitesse de remontée du magma. Si le débit éruptif et donc la vitesse de remontée sont faibles, les bulles proches des bords du conduit vont pouvoir former un réseau de chenaux de forte perméabilité qui laisseront s'échapper une partie du gaz au cours de la remontée du magma. Cette perte de gaz par les bords du conduit permet de faire chuter la pression interne de la mousse magmatique. Cela fournit les conditions d'une éruption visqueuse effusive avec production d'un dôme de lave ou d'une aiguille. Attention cependant, sous une croûte en partie dégazée, les dômes contiennent des bulles sous pression, donc fortement explosives. C'est l'explosion de ces bulles qui peut produire notamment des nuées ardentes en cas d'effondrement du dôme. Dans le cas où la vitesse de remontée dans le conduit est forte, c'est-à-dire si le débit éruptif est élevé, les pertes de gaz par les bords du conduit sont négligeables. La mousse volcanique accumule alors, au cours de sa remontée, une surpression de plus en plus forte par rapport à son environnement. Bien que très limitée, la dilatation des bulles due à cette surpression extrême diminue la densité de la mousse magmatique. Devenant donc de plus en plus légère, la mousse magmatique est soumise à une flottabilité croissante qui produit en retour une accélération de plus en plus forte dans l'écoulement. Soumises à cette accélération intense, les parois des bulles sont cisaillées de plus en plus fortement, jusqu'à atteindre un point de rupture et se briser. La mousse magmatique explose alors et se fragmente en une myriade de fragments magmatiques de toute taille, transportés par un jet turbulent formé du gaz libéré par les bulles brisées et brutalement décomprimé. C'est donc sous la forme d'un jet de gaz chargé en fragments bulleux que se termine la remontée du magma vers la surface. Ce mélange, où le gaz est la phase principale, est très léger par rapport aux roches environnantes. Il a donc une très grande flottabilité qui l'accélère très fortement, jusqu'à atteindre des vitesses variant entre 100 et 400 mètres par seconde à l'évent,
c'est-à-dire dépassant la vitesse du son. Éjecté dans l'atmosphère, le mélange turbulent de gaz et de fragments magmatiques va former un panache éruptif typique des éruptions pliniennes. Comme nous l'avons vu précédemment, ce panache pourra remonter dans la haute atmosphère ou produire des coulées pyroclastiques dévalant les pentes du volcan. C'est donc avec un panache plinien que nous quittons le conduit et que nous terminons ce chapitre. Nous allons pouvoir, dès le prochain chapitre, nous intéresser à la modélisation de la partie atmosphérique des éruptions volcaniques. Mais avant cela, il est temps de vérifier l'assimilation des connaissances par quelques exercices.